Quelles seront les prochaines évolutions pour le marché de l'immobilier, la gestion locative, l'activité de syndic? Comment détecter et anticiper les attentes des consommateurs? Comment faire face aussi à l'arrivée de nouveaux acteurs? On continue d'en parler avec vous, Philippe Salle, donc président d'Emeria. 50 000 immeubles, c'est ça? En France, 70 000 maintenant. 70 000 maintenant, alors j'étais en dessous en copropriété. On achète une société toutes les semaines. Alors c'est pour ça, alors, entre le moment où j'ai préparé l'émission, Georges, il y a eu 20 000 copropriétés de plus. Bon, tout d'abord un mot sur la transformation interne de Foncia devenue Emeria. Donc ça c'est un processus qui a été entamé en 2017. Que va changer cette nouvelle identité, hein? Alors ça reste Foncia en France et c'est Emeria à l'international. Emeria en fait c'est le nom du groupe, voilà, qui sera un jour certainement coté à une bourse. On ne sait pas encore laquelle, il faudra qu'on décide. C'est simplement, voilà, en fait, le nom du groupe ne doit pas, enfin, pour moi, ne devait pas porter le nom d'une marque. Comme nous sommes multimarques dans chaque pays a sa propre marque, en fait, ou ses propres marques. C'était important pour moi que le nom du groupe, en fait, reflète un nom qui soit plus neutre, tout simplement. Alors, il faut comprendre que nous, depuis 2017, surtout la révolution est une révolution technologique qui va arriver. Voilà, c'est-à-dire que je pense que c'est là-dessus où on a énormément investi d'argent, hein, quasiment 100 millions. Vous aurez dès l'année prochaine, pour nos un peu plus de 2 millions de clients, le syndic et la gestion locative sur smartphone. Voilà, c'est-à-dire qu'on est en train de vraiment complètement changer la façon dont on va pouvoir dialoguer et donner de l'information aux clients et donc faciliter finalement un petit peu les échanges finalement entre les clients et nos gestionnaires qui sont à la peine aujourd'hui. Et quel a été l'avantage d'aller, par exemple, sur le marché britannique? Je pense à cet exercice au fond, de relations clients, parce qu'on sait que les anglo-saxons sont souvent un peu en avance sur nous. Alors, ça commence aux États-Unis, ça s'exporte en Grande-Bretagne pour voir si le vieux continent après la Hollande, et puis après ça traverse la Manche, quoi. Mais est-ce que ça a été très structurant? Non, ça c'est la stratégie de se dire qu'on doit être diversifié. C'est-à-dire qu'on est une société française et trop franco-française, et donc il faut à terme qu'on commence à devenir moins français. C'est une vraie stratégie de diversification géographique, voilà, que font beaucoup de groupes. C'est simplement de se dire, à un moment, quand un pays va moins bien, il y a peut-être d'autres pays qui vont mieux, et donc on arrive à diversifier simplement son risque, tout simplement. Quand je suis arrivé, on faisait à peu près entre 5% un peu plus à l'international, c'est-à-dire qu'on était vraiment un groupe français. Cette année, on finira plutôt à 25% à l'international, donc c'est mieux, c'est pas encore ça. Et on s'est fixé comme objectif d'être au-dessus de 50% en 2029. Avec des zones en particulier ou des zones, en revanche, que vous excluez parce qu'aujourd'hui c'est trop instable, trop incertain, ou que le marché est tellement différent des pratiques Il y a 3 grands pays en Europe qui sont l'Allemagne, la France et l'Angleterre. Donc on a décidé d'être numéro 1 dans ces 3, ce que nous sommes déjà en fait. Nous avons rentré dans la gestion locative. Donc en fait dans l'Angleterre, on a acheté le numéro 1 du syndic et nous regardons aujourd'hui pour rentrer dans la gestion locative en 2023. Ce qui fait que maintenant vous êtes le numéro 1 mondial de la gestion locative. De facto, en fait, on est numéro 1 mondial parce que le numéro 2 est américain, mono-pays quasiment, parce qu'on fait essentiellement au Canada et aux États-Unis, mais en nombre de logements, parce qu'on va être quasiment à 3,5 millions à peu près de logements gérés, entre la gestion locative et puis le syndic, on est très au-dessus d'eux, effectivement. Et donc la prochaine étape sera certainement l'Amérique du Nord. Voilà, donc Canada, États-Unis, ça c'est un sujet sur lequel on réfléchit, parce que le marché est très très vaste. Et que ça permettrait de pouvoir avoir un tiers peut-être de notre chiffre d'affaires à terme qui se ferait dans ce cas-là aux États-Unis. Le fait aussi de racheter donc ce numéro 1 des services immobiliers résidentiels donc en Grande-Bretagne, qui est Firstport, ça va vous permettre aussi de vous inspirer un petit peu du modèle britannique pour améliorer le service. Vous parliez du digital tout à l'heure, pour qu'il y ait plus de contacts comme ça. Alors pour le coup, ils ne sont pas en avance par rapport à nous. Ça serait bien. Non. Ils ne sont pas en avance, ils n'ont pas plus la culture du service quand même que... Ils ont une culture du service. Ils ont une culture du service. L'anglais comme l'américain paye pour le service. Parce qu'en fait, on n'arrête pas de m'expliquer qu'effectivement le syndic, on se plaint de son syndic comme on se plaint d'autres services parfois. J'explique que le syndic, ça coûte à peu près 15 € par mois, c'est-à-dire moins qu'un abonnement Netflix par appartement. Donc à un moment, on ne peut pas tout avoir. C'est-à-dire qu'en ne voulant pas payer, on ne peut pas avoir du service. Voilà. Mais c'est très français. C'est-à-dire que moi qui ai été patron dans plusieurs sociétés différentes de services en France, j'ai toujours eu le même sujet qui était, voilà, en France, on a du mal en fait à payer le service. Par contre, on demande beaucoup, mais on ne veut pas payer. Voilà, bon, c'est comme ça, donc il faut vivre avec. Effectivement, nous sommes le prix le plus bas d'Europe. Quand je regarde aujourd'hui le prix par appartement et par an ou par mois, la France est entre 30 et 40% au-dessous de l'Allemagne ou de l'Angleterre.
Donc on a un vrai sujet aujourd'hui qu'effectivement, on paye peu le service, pas assez en tout cas, et on ne peut pas avoir en face du coup le service qui est au bon niveau. Les Anglais ont ce gros avantage, c'est qu'ils sont prêts à payer, mais par contre il faut être extrêmement bon en termes de service. Et donc ils sont capables évidemment de vous changer s'ils estiment que le service n'est pas là. Mais par contre il n'y a pas le problème entre guillemets de recrutement qu'on a en France, de pouvoir payer nos gestionnaires, etc. Mais alors du coup, juste une question, parce que comment on fait la révolution copernicienne du digital, où en gros, les gens leur disent on digitalise, c'est moins cher, alors qu'ils n'étaient déjà pas prêts à payer un service. En fait, nous, le digital, ce qu'on va faire, c'est qu'on automatise certaines tâches comptables. L'objectif, c'est plutôt ça, pour pouvoir mettre plus de gestionnaires. Donc, on va baisser la taille des portefeuilles pour essayer de donner du temps libre, en fait. Parce qu'en fait, ce qu'on nous reproche en France, c'est que le gestionnaire est souvent, n'est pas toujours là quand on appelle, en fait. Donc, notre objectif, en fait, ça va être vraiment de faire un peu des économies sur le back-office pour réinvestir dans le front. Et pour améliorer la relation client, qui est très importante. Là, vous digitalisez tous les métiers, c'est ça qui est important. Oui, alors on a déjà fait un Big Bang sur le métier de la transaction et on est en train de donc faire la transformation du métier de syndic et gestion locative où tous nos clients seront passés sur ces plateformes-là en grosso modo mi-2023. Comment vous réagissez à l'arrivée de nouveaux acteurs sur le marché? Alors eux qui sont exclusivement digitaux, qui évidemment font leur beurre sur les réunions de syndic où tout le monde s'engueule et on voit les pubs se multiplier à la télé. On pense à Matera, Bellman, Homeland, Syndic One, Hello Syndic, etc. Au fond, vous les voyez comme des précurseurs et qui vont finalement réintégrer des groupes tels que le vôtre parce que à la fin des fins, vous avez une taille critique qu'ils n'ont pas et peut-être qu'ils apportent des nouvelles méthodos intéressantes. Est-ce qu'ils ont une chance de s'en sortir seuls et face à des groupes aussi puissants que le vôtre? En fait, il y a deux types d'acteurs. Il y a un qui s'appelle Matera, comme vous dites, qui n'est pas syndic. C'est un vrai sujet. Le métier du syndic en France est très protégé. Voilà. Donc là, les lois peuvent nous servir. Voilà. Il faut parce que quand on veut changer de syndic, c'est compliqué. Ça, c'est nos injonctions. Et voilà, il y a quelques avantages. Voilà. Et donc, voilà, c'est une plateforme logicielle. Le logiciel de Foncia, qui s'appelle Millennium, est beaucoup plus développé. Donc voilà, donc je n'ai rien à... Enfin, franchement, strictement, cette entreprise ne nous intéresse absolument pas. Même en technologie, ils sont très loin derrière nous. Essentiellement parce que nous, on investit entre 15 et 20 millions par an et qui ne peuvent pas aujourd'hui suivre ce genre d'investissement. Les autres, ce sont des syndics classiques qui ne font rien de plus, rien de moins. Ils ont des gestionnaires, des comptables et des assistantes. Ils ont exactement les mêmes métriques que nous et n'apportent rien, en fait. Voilà. Donc aujourd'hui, en fait, il n'y a pas de disruption dans nos métiers. En tout cas sur le syndic, essentiellement parce que c'est quand même un métier quand même de relation. Il faut que le gestionnaire soit dans les immeubles. Il y aura toujours des conseils syndicaux, comme vous dites, qui parfois sont véhéments, qui, entre eux d'ailleurs parfois. C'est-à-dire que nous, on est là juste pour compter les points. Donc voilà, on n'a pas forcément là, on n'a pas voix au chapitre. C'est pas nous qui votons à un moment les travaux, etc. Et donc en fait, c'est quand même un métier de relation avant tout. Donc voilà, il y a hélas pas de transformation digitale, en tout cas sur ce sujet-là. Il y a une transformation sur le digital, sur le fait qu'on peut leur envoyer les appels de fonds sur smartphone, qu'ils peuvent payer sur smartphone, qu'ils peuvent chatter avec leur gestionnaire. C'est ce qu'on est en train de faire sur notre application MyFoncia. Mais je dirais qu'après, ce qui est quand même très important, c'est quand même de garder ces relations, voilà, d'avoir cette espèce de chef d'orchestre qui est le gestionnaire et qui sera toujours là. Alors, on parlait tout à l'heure des contraintes environnementales. C'est important avec cette loi climat et résilience qui va entraîner aussi peut-être de nouveaux frais, notamment en gestion locative. Voilà, là encore, ça va vous faire changer vos pratiques. Comment est-ce que vous intégrez ça? On doit devenir comment un vous peu allez les intégrer? Oui, nous, on doit être un peu évangélisateur. Voilà, ce qui est très important, c'est d'expliquer aux clients, d'ailleurs à la fois du côté copropriété, donc pour les immeubles, et à la fois du côté gestion locative pour les propriétaires, qu'il va falloir bouger. Parce que de toute façon, ça va arriver. On sait en plus que le bâtiment, c'est à peu près 30% des émissions, donc c'est énorme, c'est un énorme poste. C'est le deuxième secteur. Et donc voilà. Mais par contre, le coût en France est en centaines de milliards. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, le coût est énorme et que donc les Français ne pourront pas supporter ce coût à 100%, c'est sûr. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'aide d'État à un moment, alors ils ont commencé à faire avec la prime rénov', etc., mais je pense que c'est pas suffisant. La réponse est qu'il ne se passera rien. Voilà. Donc il va falloir à un moment qu'on soit sérieux sur le sujet, qui est quand même un vrai sujet. Il faut bien comprendre en plus qu'en gestion locative, vous pouvez faire des choses dans votre appartement, mais si l'immeuble ne bouge pas, il ne se passera pas grand-chose. C'est-à-dire que votre note ne va pas beaucoup descendre. Vous serez peut-être, si vous êtes G par exemple, vous ne passerez pas en E. Oui, voilà, vous passerez peut-être en F, peut-être. Voilà. Et qu'en fait, le vrai sujet se trouve quand même dans les immeubles. Ouais. Et donc le vrai sujet, du coup, c'est vraiment de faire voter par les conseils syndicaux une espèce de, des vrais travaux d'isolation ou pas, parce qu'en fait,
il y a bien sûr le problème du chauffage, de savoir comment vous êtes chauffé, s'il est collectif ou pas, donc quel type d'énergie, mais après il y a le vrai problème de savoir comment on change les couvertures de toit, comment on change la façade, parce que c'est le vrai sujet là, en fait, la perméabilité en fait, de la pierre sur certains immeubles en fait, pose de vrais soucis. Et ça, il y a des contraintes réglementaires, parce que désormais, on ne peut plus louer quand on est diagnostiqué. Exactement. tel. Il y a des décrets qui ont été pris récemment, qui ont été signés en début d'année. Oui. Ces sujets-là vont faire qu'il va y avoir des logements qui vont être impropres à la location. Oui. Alors, il va y avoir deux solutions. Soit on se dit, bon, il y a des territoires où on en a tellement, vous avez l'Haussmannien à Paris, par exemple, au hasard, que est-ce qu'on fait des exemptions ou on est obligé d'aider, parce qu'on ne peut pas faire de la contrainte réglementaire d'un côté et dire aux gens, débrouillez-vous. Donc ça passe par du subventionnement massif et surtout pérenne dans la durée. Oui, parce que c'est un sujet qui va prendre 20 ans ou 30 ans. C'est-à-dire qu'à mon avis, d'abord, je pense que le calendrier qui a été mis par l'ancien gouvernement est trop irréaliste. C'est-à-dire il faut du temps long pour le bâtiment. Voilà, on ne peut pas se dire qu'on va faire ça en 5 ans ou 10 ans. C'est complètement irréaliste. Je rappelle qu'il y a 35 millions de logements en France. Il y a 5 millions dans les HLM, à peu près 30 millions sur le reste. Les HLM eux-mêmes ont dit qu'il fallait à peu près une centaine de milliards pour rénover tous les bâtiments. Donc vous voyez que rien que sur 5 millions, c'est à peu près 100 milliards. Ça ne veut pas dire que sur le reste, c'est 6 fois plus, mais enfin, on n'est pas très loin à mon avis. Et donc la réponse, c'est que voilà, on n'arrivera pas à faire ça en 10 ans. À mon avis, je pense qu'il faut se fixer 2050, parce que c'est quand même l'objectif qu'on s'est tous fixé sur la planète. C'est-à-dire qu'il nous reste grosso modo 25 ans, un peu plus, mais c'est à peu près le temps qu'il nous faudra peut-être pour essayer de rénover tous les bâtiments. Bon, on sera encore là. On espère. C'est la bonne nouvelle. On continue avec vous, Reba Rehman, donc fondatrice de Fredbay. On le disait, Fredbay, c'est cette plateforme qui permet de remplir les camions qui roulent à vide. Alors racontez-nous comment vous est venue cette idée quand même, parce que moi ça m'a interpellée. Vous étiez prof d'anglais et tout d'un coup vous vous êtes dit, je vais créer une plateforme pour aider ceux qui déménagent et mettre en relation les propriétaires ou locataires et les transporteurs. Exactement. Alors ouais, j'ai un profil assez atypique en effet. Donc j'étais fonctionnaire et j'ai décidé, je suis de la région Centre, je quittais la région Centre pour me rapprocher de l'Île-de-France. Et à ce moment-là, pour alléger mon déménagement, j'ai décidé de vendre mes articles encombrants de la maison, comme le lave-vaisselle, le canapé, etc., sur eBay à l'époque. Et mes ventes étaient souvent annulées parce que le coût du transport était plus important que l'article que je bradais sur Internet. Et là, je me dis, je vais proposer une solution quand même aux internautes. C'était, alors là, en 2006-2007. Et je tombe sur une étude ministérielle que je mentionnais tout à l'heure. 25% des camions roulent à vide et plus de 50% à moitié remplis en France. Étude frappante. Et en même temps, aucune solution digitale à mon problème. Alors qu'il y avait Le Bon Coin qui naissait, il y avait eBay, Kijiji à l'époque, enfin voilà. Et je décide de tout arrêter et je me lance en fait dans la conception de Fredbay on a été les pionniers en fait avec ce concept à digitaliser tout ce secteur en France et dans toute l'Europe. Donc, c'était une aventure très, très intéressante. Et je voudrais juste réagir rapidement à ce qu'a dit Philippe sur un petit peu le côté service. Et comme disait Napoléon Bonaparte, les Britanniques sont une population de marchands. Et nous, les Français, nous sommes une nation d'intellectuels. Donc, on a encore beaucoup à apprendre d'eux. Et je pense que... C'est très bien dit. et en effet, là, il faut... On a des variantes. Voilà, il y a des variantes. Un pont qui marche va plus loin qu'un intellectuel assis. Enfin, vous voyez le... Pardon, voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que les Français, on a encore beaucoup à apprendre sur le côté service. Mais on n'est pas loin. On y arrive et voilà, donc c'était une petite parenthèse que j'avais envie de faire ici. Et comment vous avez réussi à convaincre les transporteurs on est en 2007 ou 2008 dans la région Centre, vous êtes prof d'anglais et vous allez voir les transporteurs en disant voilà, en fait, vous avez un petit problème de logistique, vos camions roulent à vide, moi je vais vous les remplir. Comment ça s'est passé? Et ils m'ont dit venez boire un café ou un coup avec moi. Oh, ils ont plutôt bien accueilli alors. Non, pas du tout. Non, au parce qu'ils s'imaginaient qu'ils allaient m'embaucher en tant que leur secrétaire. Ah oui. Ah là là, oui. Voilà, donc c'était encore un autre sujet. J'ai découvert un peu tout ce secteur très machiste, très conservateur, que j'avais pas du tout connu parce que j'ai pas du tout eu cette éducation-là à la maison. Ah oui, en plus, ça a été très compliqué, mais j'ai été vraiment frappée un à un, les transporteurs. Alors l'avantage, ça dépend comment on le prend. Moi, j'ai pris comme un avantage que de me dire que je suis une femme et finalement j'interpelle.
Parce que quand on arrive dans un secteur où c'est très masculin, on peut aussi se dire, bon, bah, finalement, je vais attirer, les gens vont s'intéresser à moi, ils vont m'écouter parce que justement, je suis différente et je suis une femme. Après, j'ai eu aussi droit à des clubs très fermés où ils m'ont dit, bah, les femmes sont interdites. Ah, carrément. Carrément. Oui. C'est le secteur du transport. Oui, donc prise de haut, hein, secteur très machiste. Voilà. Vous avez combien de transporteurs aujourd'hui 8 000. 8 000 en France et en Europe. Voilà, C'est donc énorme. voilà. Je sais pas combien de transporteurs en France. Et il y avait une différence. Si Foncier a envie de digitaliser davantage et donc je pense qu'on a Le déménagement. Oui. et proposer un service intéressant, je pense qu'on a quelque chose à faire ensemble. Ah oui, nous, on fait 70 000 locations par an, donc il y a donc forcément 70 000 déménagements. Bon, parfait. Il y a quelque chose qui est en train de se Il y a un bon potentiel là, va falloir. On va rester en contact. Donc, quel est votre modèle économique et est-ce qui vous a permis de mieux résister pendant la crise quand toute activité et les déménagements étaient gelés ? Alors, c'est ce que je disais, nous, on a revu notre commission à la baisse. Nous avons vraiment davantage digitalisé et comme on était déjà, alors par rapport à l'équipe en interne, en fait, on faisait déjà du télétravail, puisqu'on est purement digital. Donc finalement, l'équipe n'a pas été énormément bousculée. On est même passé en full remote depuis. Alors, la commission à la baisse, le modèle économique, il est simple, typique d'une marketplace, c'est on se prend une flat fee à chaque devis concrétisé entre le demandeur et donc l'offreur. Voilà. On s'assure de la qualité du service puisqu'on fait une vérification de tous les documents de l'entreprise une fois qu'il s'inscrit, à s'assurer que c'est bien un professionnel. Chaque prestation est évaluée par la suite par le client, l'expéditeur. 3 évaluations négatives, on radie l'entreprise de la plateforme, on a un service après-vente et on accompagne vraiment tous les déménagements puisque c'est quand même aussi le 3e source de stress des Français, le déménagement. Et alors aujourd'hui sur le marché français très présente, le cap est mis sur l'Allemagne. Est-ce qu'il y a d'autres pays où vous comptez opérer, où vous avez des projets ? Alors, nous sommes déjà à l'international, mais on a besoin vraiment de renforcer notre positionnement à l'international, puisqu'on a l'Espagne, l'Allemagne et le Benelux, sur lequel nous sommes déjà positionnés. Mais évidemment, il y a énormément de travail à faire, puisque les cultures sont encore assez différentes, et l'approche au déménagement aussi, du coup. Alors, j'aimerais aussi qu'on parle de votre autre casquette, puisque vous êtes présidente de l'association Citizen Entrepreneur. Est-ce qu'il y a une véritable envie d'entreprendre chez les jeunes aujourd'hui ? Ah oui, absolument. Ça s'est encore plus accéléré pendant le Covid. Et quand on a fait, alors chez Citizen Entrepreneur, nous avons 70 alumni entrepreneurs qui ont tous au moins une fois participé et représenté la France au sommet du G20 des jeunes entrepreneurs. Et suite à cette participation, on établit sur des recommandations qu'on remet au gouvernement français. Donc c'est un véritable engagement en tant qu'entrepreneur citoyen français, mais du monde finalement. Alors, 70% des alumni Citizen Entrepreneurs avaient un regard très positif à l'avenir. Et donc, on s'est aperçu aussi et je pense qu'on va peut-être évoquer aussi l'étude EY, qui a fait ressortir en fait un petit peu le positionnement de la France au top du palmarès en termes d'investissement, mais en termes de création d'entreprises en France. Et quand on voit aussi l'attractivité économique française avec Station F, le plus grand campus du monde pour les startups, ou Vivatech, qui aujourd'hui est quand même le hub pour les entreprises au monde et qui attire énormément d'entrepreneurs du monde entier. Moi, j'ai fait venir avec Citizen Entrepreneur une délégation européenne composée de 20 entrepreneurs établis avec Confindustria, qui est l'équivalent du MEDEF italien, la semaine dernière. Et on s'est vraiment concerté et aperçu que c'était quand même très propre aussi à la France que de se dire je vais créer mon entreprise, j'ai un projet et j'y vais. D'abord, le mot entrepreneur est un mot français. Exactement. Absolument. Mais c'est vrai, et qu'on a réussi à exporter, pas toujours à pratiquer, mais en temps on était très croyants, mais peut-être pas assez pratiquants, on l'est devenu un peu plus. Et il y a cet entrepreneuriat des jeunes, et puis il y a l'entrepreneuriat au féminin. Et ça, comment on fait bouger les lignes ? Vous l'avez fait dans un secteur qui n'était pas évident. C'est quoi le petit conseil à donner pour que l'autocensure, le plafond de verre, je ne sais pas, on y met tous les mots qu'on souhaite, mais au fond, est-ce que ça passe par des rôles modèles ? Alors, il y a vraiment beaucoup de travail à faire à beaucoup de niveaux. Donc, j'ai envie de commencer par le commencement, c'est-à-dire revoir ça à l'éducation.
Donc, dès l'école primaire, il faudrait mettre en place en fait une matière, une fois par trimestre, où on pourrait vraiment travailler cette partie égalité, parité homme-femme et donner en fait la possibilité aux petites filles de rêver grand et de s'imaginer, de ne plus avoir de barrières sur les métiers. Par exemple, à commencer par ça. Ensuite, poursuivre avec le collège donc et le lycée. Et là, travailler sur une matière hebdomadaire sur la confiance en soi, la prise de parole, les gestions de litiges, quelque chose qu'on ne fait pas aujourd'hui et qui est une réelle barrière pour la création pour le lancement en fait d'une femme à l'entrepreneuriat, mais ça va encore plus loin. Par exemple, si on parle de l'intelligence artificielle dont on parle beaucoup aujourd'hui, il faut savoir que c'est essentiellement travaillé et codé par des hommes. Donc, vers où on va dans 10 ans, dans 20 ans, ça veut dire qu'en fait, c'est complètement biaisé parce que les femmes ne sont pas assez présentes. Et à ce moment-là, il faudrait davantage sensibiliser, accompagner, former les femmes à ces métiers-là, qui sont finalement notre futur pour construire un meilleur demain. Et par rapport à, enfin, il y a tellement de sujets là-dessus. Je peux parler de la santé. Voilà, je pense que là-dessus. Sur le code, on a Aurélie Jean. Qui Exactement, fait un travail remarquable. Qui fait un travail remarquable. Qui est une mathématicienne et qui travaille, qui a monté la première école de coding aux États-Unis. Que je connais bien sûr. Et qui est une fille absolument géniale. Voilà. Lisez Aurélie Jean. Je sais Ouais. pas. C'était une Toutes les promo. questions, voilà, toutes les questions d'éducation, vous avez raison de le souligner, et ce dès le plus jeune âge. Allez, oui. Une petite parenthèse, Ouais. par exemple, si on prend les manuels scolaires, combien d'histoires, combien de femmes sont représentées dans l'histoire qui ont contribué en fait à notre histoire aujourd'hui? C'est essentiellement des figures masculines. Alors très bien, nous en sommes très fiers, mais c'est pas suffisant. Et le rôle du modèle, et je pense, est important et il faut l'inclure dès le jeune âge dans les manuels scolaires. Allez, on poursuit avec les bonnes notes du mois.